Régis Cotentin, bonjour. Alors, avant ta conférence intitulée Le simulacre numérique mort ou vivant, quelques questions. Justement, tu viens de terminer une magnifique thèse à la Sorbonne intitulée Du simulacre numérique, les images digitales au défi du vivant, qui va sans doute paraître un jour en livre, j'espère pas trop tard. Quels en étaient les principaux points et pourquoi tu as eu envie de faire cette thèse dans ton parcours artistique, mais aussi de commissaire d'exposition d'amoureux des images d'hier et d'aujourd'hui? En fait, c'est parce que je suis toujours en alerte par rapport à tout ce qui se produit évidemment en images, en art, mais aussi partout ailleurs, c'est-à-dire même dans tout ce qui relève peut-être d'une animation qui n'appartient pas strictement au champ des arts plastiques ou disons à de l'art contemporain, mais par contre va se référer justement à de l'animation, à du graphisme, à du design, qui est quasiment presque aussi créatif que de l'autre côté. Et donc c'est vrai que chaque année, presque chaque mois, chaque jour révèle des créations différentes absolument magnifiques, merveilleuses, sublimes, et qui, au fur et à mesure du temps, se révèlent, en définitive, correspondent à l'avancée des nouvelles technologies, correspondent à chaque fois à des aspirations, à des intentions sociologiques, politiques, culturelles, qui correspondent à l'époque. Et au fur et à mesure du temps, en définitive, même si effectivement tout ça quand même touche le monde entier, vu que le numérique maintenant, et là surtout l'approche de la culture est quasiment mondiale et internationale, on voit bien quand même que malgré tout, il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui en définitive viennent à vouloir démontrer un peu la même chose. Et surtout ce qui en réchappe continuellement, même quand on veut toujours essayer de s'en échapper, c'est le rapport au vivant. Parce que même si on veut se créer un clone, même si on veut avoir affaire qu'à un cyber ou à un robot ou à une intelligence artificielle, malgré tout, en fin de compte, on veut avoir affaire à quelque chose qui est vivant, Au plus proche du vivant. au plus proche du vivant, ou qui semble être vivant, ou qui est en contact avec l'idée qu'on se fait du vivant. Et en définitive, comme je suis aussi dans un musée d'art ancien, À au Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille, mais j'étais avant à Lyon, puis aussi à Caen, j'ai pu remarquer que c'était toujours quelque chose qui préoccupe, en fin de compte, l'homme, mais aussi l'acte créateur, c'est d'être en contact avec la vie, et surtout comment essayer de faire en sorte de l'arracher au flux temporel, à cause de la mort, mais aussi faire en sorte justement que l'on puisse, avec les nouvelles technologies, presque d'une certaine façon, arracher le numérique à son propre flux temporel. Parce que ce qui est très particulier, c'est qu'on a affaire effectivement à des images dématérialisées, à des images qui en viennent à s'arracher des supports, mais qui malgré tout, encore aujourd'hui, a toujours besoin d'interface et d'énergie. Donc de fait, on n'est pas aussi dans des rapports physiques constants et permanents comme avec la peinture, la sculpture et tous ces arts qui effectivement ne nécessitent pas une énergie qui est un flux temporel. Et donc, de fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on accroche constamment l'image numérique au cinéma, à la vidéo, à la photo, parce que c'est quasiment la dernière héritière de ce type d'image, et pour autant, les enjeux esthétiques qui l'occupent, c'est-à-dire régénérer du vivant, en fin de compte, rejoignent des fondements esthétiques qui datent certainement de plus de 2000-2500 ans, qui est effectivement essayer de tendre vers une permanence qui est celle justement d'arracher la vie à notre pauvre condition humaine. Et ça, c'est à fin de compte quelque chose que j'ai pu remarquer dans tout ce qui était les créations les plus fondamentales, que ce soit au niveau du cinéma, de l'animation et même des arts numériques. Donc de fait, au bout d'un moment, j'en suis arrivé à me poser la question pourquoi on cherche toujours à créer un simulacre. Un simulacre, c'est pas forcément une illusion. Non. Un simulacre, c'est une réalité qui se veut surpasser la réalité, qui nous permettrait d'une certaine façon de pouvoir s'en passer. Donc de fait, créer un simulacre, c'est une autre intention que de créer une illusion. C'est-à-dire que l'aspect du trompe-l'œil est quasiment dépassé. Et aujourd'hui, on serait dans ce que Baudrillard avait déjà analysé et annoncé dans Simulacre et Simulation début des années 80, dans l'ère justement du tout simulacre où le simulacre n'aurait plus de référent au réel pour la première fois. Est-ce que tu étais d'accord avec cette vision ?
Alors, je suis d'accord, partiellement d'accord dans le sens où effectivement, oui, parce que toutes les technologies actuelles et surtout la manière dont on parvient à réaliser ce type de simulacre dépasse idéalement nos capacités à décoder l'image. C'est-à-dire que quelquefois on est vraiment véritablement bluffé, ne serait-ce que dans les films, pour citer quelque chose d'assez commun. On se dit, tiens, ils ont filmé un paysage, et en définitive, on ne se rend pas compte que c'est un paysage complètement numérique, alors qu'il paraît véritablement naturel. Il y a des plans entiers de films qui semblent être filmés effectivement avec des objets réels, dans un décor réel, et qui pour autant est entièrement synthétique. Et donc, de fait, on a dépassé notre capacité à décoder le trompe-l'œil ou l'illusionnisme. Par contre, ce qui est assez particulier, c'est qu'on en a presque plus besoin. C'est qu'à partir du moment où on arrive à un stade où de toute façon l'illusion est telle qu'elle nous désenchante d'une certaine façon, parce que ce qui est toujours intéressant dans l'illusion, c'est que on aime être trompé, mais être conscient de cette tromperie. Si on perd la main, là, c'est voilà, c'est ça. Effectivement, il y a plein d'images que l'on voit dans des films, même, disons, qui ne sont pas forcément des films de science-fiction, ou des films, disons, où on va jouer justement sur un climat d'anticipation, mais qui va, par contre, donner l'illusion véritablement d'un intérieur de bibliothèque et quelque chose comme ça. Donc, et ça, c'est vrai que c'est assez bluffant. Non, ce qui est assez intéressant, c'est... plus que Baudrillard, c'est un philosophe aussi, mais qui est moins connu, mais qui est vraiment très intéressant. C'est Pierre Barbosa, qui a vraiment fait en sorte de montrer dès 1996 que le numérique, en fin de compte, permet peut-être cette fameuse parenthèse indicielle de l'image, c'est-à-dire il fait effectivement qu'il n'y a plus usage d'avoir un indice derrière l'image. C'est-à-dire qu'avec la vidéo, si je te filme, tu existes. Si je te photographie, tu existes. Je te filme au cinéma, pareillement. Même après, si je peux trafiquer ton image, la modifier littéralement, malgré tout, il y a eu besoin de ta présence comme une réalité. Oui. Par contre, maintenant, je suis capable véritablement de créer une personne qui donne véritablement l'illusion d'être totalement réelle et qui pourtant n'a aucune existence réelle. Une espèce d'incarnation même dans l'immatériel. Exactement. Et ça, et qui peut tromper jusqu'à véritablement faire croire qu'elle a véritablement existé. Sauf que maintenant, ce qui est absolument génial dans le rapport du spectateur, même le spectateur lambda, c'est qu'il sait maintenant que le doute est là. Donc il ne croit plus en rien. Donc de fait, on ne peut pas vivre en ne croyant en rien. On a toujours besoin de croyances, même laïques si j'ose dire. Et donc de fait, on va se reposer sur ce qu'on connaît tous, le fait d'être en vie. On sait à peu près ce que c'est d'être en vie, même si on a bien évidemment des questionnements ontologiques et puis des questionnements existentiels toute notre vie, mais on sait à peu près ce que c'est. Et donc, on sait ce que c'est que d'entendre, de goûter, de voir, de toucher, d'être amoureux, d'être haï, de détester, de pouvoir faire l'amour. Et donc, en fait, ça, on sait ce que c'est. Et donc, on va le transmettre, on va essayer de le transmettre à travers une image. Et très souvent, en définitive, on va voir que l'image qui peut-être va traduire le mieux nos sentiments dans le simulacre numérique, va peut-être pas être celle qui va être la plus illusionniste, excusez-moi. Donc on va peut-être retravailler justement sur injecter de la temporalité dans une image qui au préalable n'en a absolument aucune. Donc de fait, on va rajouter de la matière. Donc on va lui donner un grain qui va donner l'illusion qu'en fin de compte on a affaire à une image qui date. On va lui donner de la matière, de la consistance, de l'épaisseur. On va lui donner une histoire, en fait. On va lui donner une histoire qui n'en a pas et qui n'en aura jamais, vu que le simulacre n'a d'histoire que le temps où il existe. Donc ça, c'est absolument génial parce qu'en définitive, on voit à quel point c'est quelque chose qui rejoint un fondement esthétique bien avant, en fin de compte, l'ère moderne qui commence avec la Renaissance, qui rejoint qui rejoint de tout ce qui était effectivement l'essence même de la portée de l'art égyptien, de l'art grec, de l'art romain. C'est-à-dire essayer de créer de quelque chose à partir de l'illusion, à partir du beau, à partir de l'esthétiquement créé, de permanent. Oui, et donc finalement, une forme de fétichisation aussi des images en général, incarnées pour le coup, donc avec tout le pouvoir que ça pouvait avoir dans l'Antiquité par exemple, et également
le côté spectre de ces images. En fait, toutes ces images sont à la fois des fantômes et des incarnations d'une histoire recréée. Sauf qu'on a envie maintenant que le spectre ou le fantôme n'agisse pas comme un véritable fantôme. C'est-à-dire qu'on a envie quand même de le guider, de le téléguider, d'appuyer sur le bouton on, le bouton off. Et un film de Spike Jonze qui est absolument génial là-dessus, c'est Her, où effectivement il tombe amoureux d'une voix et il en vient à entretenir une véritable relation avec cette voix, qui est incarnée dans le film par Scarlett Johansson. Pour autant, elle n'apparaît jamais. Elle ne s'incarne jamais dans une silhouette quelconque. Et il en vient à aimer cette présence qui, en définitive, se balade avec lui via ses earphones et tout ça. Et donc, il décide à tout moment de couper la conversation ou de continuer à converser avec elle. Par contre, ce qui est assez intéressant, et c'est justement là que je trouve assez intéressant dans le film, c'est que il est presque tombé amoureux d'elle au point justement de la considérer comme une vraie personne, jusqu'au moment où elle se révèle à lui en disant « Mais tu sais, je vis la même chose avec d'autres personnes. Et je partage les mêmes choses avec d'autres personnes. » Et là, il se rend compte qu'elle ne partage pas qu'elle partage la même vie avec lui, avec non pas une, deux, trois, quatre personnes, mais avec 100 000. Et donc, de fait, ça dépasse complètement les limites de l'humain et il s'en détache complètement. Parce que ce qui est très intéressant dans l'image numérique, c'est le fait qu'elle donne l'illusion d'être limitée. Et depuis quelque temps, en fin de compte, l'être humain essaie de tout faire pour lui en limiter ses capacités. Parce qu'on ne peut pas se réfléchir dans quelque chose qui paraît infini. C'est impossible. On a bien essayé avec Dieu, mais... Et donc on réinjecte une fausse intimité, finalement, ou une intimité désirée, comme dans le film, alors qu'en fait, ce n'en est pas une. Parce que le désir ne peut être... On le transpose. Le désir n'existe qu'à partir du moment où il y a des limites, des résistances. Si tout s'offre dans quelque chose d'illimité, d'infini, d'emblée, rien ne peut suggérer occasionner un désir ou une satisfaction. C'est le rapport que l'on a par exemple avec l'univers, qui est complètement affolant et vertigineux. C'est-à-dire que cet univers qui est effectivement, en plus, pense et est en totale expansion, ne serait-ce que mentalement et abstraitement, même en y pensant extrêmement fort, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et alors, en tant qu'artiste, parce que avec Transculture, ensuite on travaille depuis, je pense, les années 90 déjà. 99. Et, voilà, exactement. Le lien également avec toutes les musiques électroniques, de Philippe Jecques à DJ Olive, David Scanner, jusqu'à la musique contemporaine, de musique nouvelle et d'autres avec qui tu as travaillé. Et donc d'emblée, il y avait dans ton travail déjà plusieurs couches, même c'était pas tout à fait au départ numérique, c'était plus emprunté, j'allais dire, au cinéma, ou même à une certaine simulation du cinéma, parce qu'on croyait y voir parfois un film muet, alors que c'était toi qui l'avais filmé avec ta voisine et qui le rechangeait. Et donc il y avait d'emblée ce côté fantasmagorique, onirique, transhistorique, j'allais dire, en même temps très nourri du cinéma. Et puis il y a tes recherches en tant que commissaire artistique, les expositions que tu as fait, Babel et d'autres, expositions avec R aussi. Et puis il y a ce mémoire qui arrive du simulacre numérique. Qu'est-ce que ça va changer? Parce que tu me disais que ça aura un impact aussi sur ta création personnelle. Est-ce que ton regard ou ton univers risque d'être modifié par cet essai? Oui, totalement, dans le sens... Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand je commençais à réaliser ce qu'on appelait à cette époque-là des vidéos, et qu'effectivement, je les travaillais déjà sur ordinateur, vu que c'était en 99, 2000, 2001, et donc les logiciels existaient déjà, c'est qu'effectivement, j'avais parfaitement conscience d'être face à un écran noir, une sorte de matrice, certes bordée par un cadre, mais qui ne semblait n'avoir pas de limite à la fois dans sa projection comme un abîme, mais aussi d'une certaine façon de tous les côtés, vu qu'on peut donner l'illusion qu'on peut aller absolument partout. Et donc, de fait, c'est comme une sorte de glaise, mais sans limite, c'est-à-dire une sorte de matière qu'on peut toucher, que l'on peut effectivement matérialiser grâce à les interfaces, encore aujourd'hui. On arrivera peut-être un jour à carrément la toucher comme dans Iron Man, mais
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois que cette fonction de cette incrustation, ces transparences, ce millefeuille, c'est exactement comme, en fin de compte, quand on crée quelque chose en peinture. C'est-à-dire qu'une couche, on appelle une deuxième, une troisième, et au bout d'un moment, ces couches, même si elles sont à la vie, en viennent à faire émerger une présence, même si cette présence se révèle abstraite. Et c'est exactement la même chose pour le numérique. Sauf qu'évidemment, on est face à quelque chose qui ne semble pas appartenir au même corps d'image, vu qu'elle n'est pas matérielle. Pour autant, on est exactement dans le même processus. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes numériques, en fin de compte, en viennent à beaucoup s'inspirer de la peinture, curieusement. Oui. Parce qu'effectivement, on est exactement dans le même processus. On en vient, toute la modélisation en fil de fer ou en dots, comme on dit maintenant, c'est exactement les principes du dessin. C'est-à-dire que tu en viens à faire une grille sur laquelle tu appliques des textures et des matières. C'est exactement le principe du dessin. Sauf qu'effectivement, tu as l'écran qui te donne l'impression d'être mis à distance. Mais sauf que tu es exactement dans le même processus. Et d'ailleurs, tu as au départ une formation beaux-arts picturales aussi. Donc, retour à la peinture numérique. En tout cas, peut-être, mais oui, en tout cas, là, je vais m'accorder une belle année où justement, je vais voir justement tout ce... La thèse m'a permis, en fin de compte, de poser des mots et surtout de rationaliser ou de raisonner ce que j'avais peut-être conscience intuitivement. Alors peut-être que c'est un tort, je ne sais pas, pour la création, mais en tout cas, maintenant, je sais où je vais et j'ai l'intention d'y aller. On va bien voir. Oui, pour mieux t'en détacher, j'espère. Ben, on va voir. Merci.